les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 19e vidéo du Calend Diary. Cette année, je pense que ce film ne fera pas un rond, mais il faut absolument le tourner. Ce film est divin, vraiment la réalisation est incroyable, mais qu'il ne voulait pas que son nom soit au générique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Stanley Kubrick, puisque nous sommes le 19, nous allons parler de l'année 1999. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, chaque thème de vidéo est en fonction du numéraire du jour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 19, je suis née en 1999, puisque moi personnellement. J'ai donc décidé de parler de l'année 1999 et en 1999, c'est malheureusement Stanley Kubrick qui nous a quittés, qui a quitté ce fabuleux monde et qui a quitté le monde du cinéma en premier lieu. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, plutôt que vous écrire un script où je mets 5 heures à l'écrire, où je vous déblatère tout ce que j'ai appris en une vidéo face cam, droite, no fun, un peu comme toutes mes vidéos. Non, je rigole, j'adore mes vidéos. J'ai décidé qu'on allait faire toutes ces recherches ensemble. Je trouvais que c'était un peu plus ludique, un peu plus sympathique, et que comme ça, vous êtes un peu plus dans l'action avec moi. Et voilà, on va aller de site en site, d'information en information, on va sauter de page en page, et on va reconstruire la vie de Stanley Kubrick, et surtout son cinéma, ensemble. C'est parti! Nous allons aller sur l'internet, et nous allons marquer Stanley Kubrick. Est-ce qu'on passe par du Wikipédia? Est-ce qu'on passe par du Wikipédia? Honnêtement, j'y serais allée, mais vous savez quoi? On va essayer de faire sans. De toute façon, ça se voit que j'y suis allée, c'est violet. On va passer par du Allociné, par du Radio France. Je pense que c'est pas mal. Par contre, je vais quand même aller sur Wikipédia. J'ai pas honte de le dire. Parce qu'il y a plus d'infos en général sur l'enfance, et je trouve ça cool. Alors, Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur de cinéma américain. Il est né le 26 juillet 28 à Manhattan et est mort le 7 mars 1999 dans son manoir de Childwick-Bury entre Saint-Alban et Harpenden, à Londres. D'accord. Stanley Kubrick est issu d'une famille juive originaire d'Europe centrale, habitant dans le quartier du Bronx. Il est le fils de Sadie Gertrude Perveller et Jacob Leonard Kubrick. Son père, né aux États-Unis d'une mère roumaine et d'un père austro-hongrois, était cardiologue, ok, pianiste et photographe amateur. Sa mère, qui était chanteuse et danseuse, lui donne le goût des livres et de la lecture. Ok, bon, on a une petite vie finalement normale. On va aller zioter dans les archives de Stanley Kubrick pour voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Waouh! Ah, mais vous voyez, on a une info en plus. Son père, médecin et photographe amateur, lui offrit un Graflex pour ses 13 ans, avec lequel Stanley approvisionna rapidement en photo le journal de son lycée. Marvin Traub, un voisin du même âge qui partageait sa passion pour la photographie, possédait une chambre noire où ils développaient leurs clichés. C'était pour eux plus qu'un passe-temps car les deux adolescents décidèrent d'en faire leur métier. Ils se lancèrent dans des expéditions à travers New York en quête d'images. Kubrick était inscrit au lycée William Howard Taft, mais séchait régulièrement les cours, préférant assister aux projections en matinée du cinéma Lowe's Paradise, à 2 pas du grand concours près de chez lui. Et vous voyez, les livres, il n'y a rien de mieux. C'est là qu'il eut pour la première fois l'idée de devenir metteur en scène de cinéma. En attendant, il se faisait un nom dans son école en ayant fréquemment ses photos publiées dans la gazette de Taft. Alors qu'il était en terminale, il vendit sa première photo au magazine Look. Il n'avait pas 17 ans, elle montrait un vendeur de journaux à l'air accablé, entouré d'éditions spéciales annonçant la mort du président Franklin Delano Roosevelt le 12 avril 1945. On va la chercher cette photo. Photographie Kubrick Look. Je sais pas si je vais trouver comme ça. On est sur le site des Beaux-Arts. Ça c'est cool. Alors... c'est des partitions. En tout cas, c'est très beau. En noir et blanc, c'est très très joli. Hein. En fait, il est resté photographe pour ce magazine pendant 4 ans. De 48 à, du coup, à 52, je suppose. Oh, ben regardez. On parlait de mon anniversaire. Le numéro de Look du 11 mai, c'est mon anniversaire 1948, marqua un tournant dans la carrière de Kubrick. Non seulement il contenait son reportage de 9 pages sur l'université Columbia et son nouveau président, Dwight Eisenhower, mais également un article sur lui. On observait que le jeune homme discret de 19 ans, qui avait passé 2 semaines à Columbia pour réaliser son reportage, était un photographe expérimenté qui savait exactement ce qu'il voulait. À cette époque, Kubrick travaillait pour le magazine depuis 2 ans. Ses confrères étaient conscients de son intérêt croissant pour le cinéma, comme l'indiquait l'article.
Sa passion pour la photographie n'a pas changé, mais pendant son temps libre, Stanley fait des expériences cinématographiques et rêve du jour où il pourra réaliser des documentaires. Incroyable. 4 années plus tard, il réalise, à la suite d'un reportage photo sur le boxeur Walter Cartier, son premier film, un court-métrage documentaire intitulé The Day of the Fight, et démissionne de son poste pour se consacrer à la réalisation. On est donc 4 ans plus tard, je pense qu'on est en 52 j'allais dire. Après quelques courts, donc courts-métrages, il s'attelle en 1953 à son premier long-métrage, Fear and Desire, financé en grande partie par son oncle et qu'il désavouera plus tard en interdisant sa projection. Il y cumule les fonctions de réal, producteur, monteur, directeur photo, opérateur et se charge même en personne du tirage des copies, manifestant précocement le besoin de contrôler chaque aspect de ses films, depuis leur genèse jusqu'à leur distribution. Ce penchant qui ne se reniera jamais lui vaudra tout au long de sa carrière une réputation d'intransigeance et de perfectionnisme forcené, voire d'autoritarisme. Nous allons chercher des infos sur ce film Fear and Desire. Ayant connu une diffusion limitée auprès du grand public à sa sortie, le film est ensuite devenu longtemps introuvable par son absence d'exploitation commerciale, elle-même due à la destruction de la quasi-totalité des copies connues du film par la volonté du réalisateur. Une restauration du film a néanmoins été entreprise en 2011 à partir de l'une des rares copies conservées de la pellicule et a abouti à la première sortie du film pour le grand public en octobre 2012 aux États-Unis. Et en France, il est sorti le 14 novembre 2012. Waouh! Impressionnant, super intéressant. Son deuxième film, c'est en 1954, c'est Le baiser du tueur, donc Killer's Kiss. C'est son second long métrage, film très court tourné dans les rues de New York, qui raconte l'histoire d'un boxeur minable obligé de fuir la mafia. Sa réalisation est récompensée par un Léonard d'Or au Festival international du film de Locarno. Écoutez, c'est pas dégueu. Ce film-là va attirer l'attention de James B. Harris, producteur indépendant qui a de bonnes relations avec les majors de Hollywood. Cette rencontre est décisive et ensemble ils fondent la Harris Kubrick Pictures alors qu'ils ne sont tous les deux âgés que de 26 ans. Incroyable. 2 ans plus tard, en 1956, c'est le troisième film de Kubrick qui s'appelle L'Ultime Razzia. Le premier grand film avec un budget de 320 000 $, financé en partie par Harris et les United Artists, qui est la compagnie de films qui a été créée au départ par Charlie Chaplin, si je me trompe pas. Exactement, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et Griffiths. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est pour une petite culture personnelle. L'Ultime Razzia est un succès, United Artists accepte de financer à hauteur d'1 million de $ le film suivant, tiré d'un best-seller américain, The Path of Glory, inspiré d'événements réels, s'étant produit en 1915. Tout bascule quand Harris envoie une copie du scénario à Kirk Douglas, lequel répond « Stanley, je pense que ce film ne fera pas un rond, mais il faut absolument le tourner. » Et c'est en 1957, 7 ans après son premier court-métrage, Kubrick dirige Kirk Douglas dans un film sur l'absurdité de la guerre, Les Sentiers de la Gloire. Donc c'est pas dégueu quand même, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, il est divin. Il y a un plan séquence d'un travelling à travers les tranchées. C'est impressionnant, c'est divin. Travelling arrière pour la marche du colonel dans la tranchée, travelling latéral pour la scène d'assaut du No Man's Land. La musique, les mouvements de caméra, à l'époque filmé avec une dolly pour la marche ininterrompue du colonel Dax dans les tranchées. Cette scène est d'ailleurs similaire à celle du labyrinthe de Shining, filmé en Steadicam. Vous savez quoi? On va basculer sur Shining. Fuck l'ordre chronologique. Shining, les gars. Shining qui est sorti en 1980, en fait en 1980, j'allais dire 99, mais non. Avec le fabuleux, bien évidemment, Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd. Ce film, il est divin, vraiment, la réalisation est incroyable. Les jeux d'acteurs sont incroyables, mais tellement angoissants. Il intègre 3 concepts, la maison isolée et hantée, un personnage central prêt à exterminer toute sa famille, et les perceptions extrasensorielles. Événements présents, passés et futurs, télépathie, c'est-à-dire le Shining, avec le petit enfant qui s'appelle Danny Redrum. Je crois que j'ai oublié de préciser un truc très important, c'est que Shining est quand même un roman écrit par Stephen King de base. Voilà. À savoir que d'ailleurs, Stephen King n'a pas du tout validé la réalisation de Shining, il n'a pas du tout aimé, et il me semble même, peut-être pas pour ce film, mais qu'il ne voulait pas que son nom soit au générique. Et il y a tellement de théories autour de l'histoire, autour de la réalisation et tout, c'est trop intéressant. C'est un film qui a coûté, il a dû coûter 19 millions de $. Pourquoi estimation? Vous n'avez pas les vrais chiffres? C'est dommage. Voilà, je vous conseille ce film, il est divin. Vraiment, c'est un film d'horreur de l'époque.
Et c'est fou de se rendre compte quand on voit ça aujourd'hui que les gens à l'époque étaient traumatisés alors que bon. Voilà pour Shining. Nous sommes dans les années 60. De retour aux États-Unis, Stanley Kubrick écrit 2 scénarios qui sont refusés par les majors hollywoodiens. La MGM lui propose de travailler sur les scénarios d'un western avec comme vedette Marlon Brando. Après 6 mois de travail de préparation, le cinéaste et l'acteur se fâchent. Marlon Brando, star hollywoodienne, obtient facilement le départ de Kubrick et décide de réaliser lui-même La Vengeance aux 2 visages. Au même moment, sur un autre film, Kirk Douglas, acteur et producteur principal du Peplum Spartacus, insatisfait du travail d'Anthony Mann, sollicite Kubrick pour terminer le film. Après le succès commercial des Sentiers de la Gloire, celui-ci accepte et termine le film. Écoutez, je savais pas. Le tournage dure 167 jours, partagé entre Californie et Espagne pour les scènes de combat tournées avec 10 000 figurants issus de l'armée espagnole. Oh my god! Le film sort en 60, obtient un grand succès critique et commercial et gagne 4 Oscars. Quelques années plus tard, Kubrick renie le film, dont il garde un souvenir amer. Dans l'œuvre de Kubrick, c'est son film le plus impersonnel, le film reprenant l'intrigue et le traitement du roman historique de Howard Fast. Écoutez, je savais même pas qu'il avait travaillé dessus, donc ça m'étonne pas du tout. Est-ce qu'il est quand même au générique? Directed by Stanley Kubrick. Ok. Autant pour moi, il y est. En 62, nous avons Lolita, qui est réalisé donc en Angleterre. Pour Lolita, d'ailleurs, Kubrick il a eu beaucoup de problèmes avec la sévérité des censeurs américains. À l'époque, il y avait peut-être encore en place le code ICE. C'était un code qui réglementait les productions cinématographiques parce qu'ils étaient très puritains. Le code ICE, c'était jusqu'en 1966. Donc il y avait encore le code ICE et je vous mettrai des articles et des sources dans la barre d'infos, c'est très intéressant. Ça réglementait beaucoup de choses dans le cinéma, encore plus les films comme Lolita qui sont tirés de romans presque pornographiques pour la première version. Ça m'étonne même pas. Il a été obligé de couper des scènes, de remanier certaines séquences jugées trop licencieuses. Ouais, en fait, il explique que s'il avait pu prévoir toutes ces censures-là, il aurait renoncé à la réalisation du film. Bon, c'est fou qu'il se soit pas douté quand même que... Parce que bon, la censure c'était pas rigolo à l'époque, le code ICE ça rigolait pas. C'est étonnant qu'il ait pas prévu ça, mais bon, écoutez. En 63, Jean-Luc Godard décrit Lolita comme un film simple et lucide avec des dialogues justes qui montrent l'Amérique et son puritanisme mieux que Melville et Reichenbach et prouve que Kubrick ne doit pas abandonner le cinéma à condition de filmer des personnages qui existent. Intéressant. Je passe quelques films pour vous parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Dinguerie, vraiment. Le mot moderne pour décrire 2001, ce serait dinguerie. C'est une tuerie ce film, c'est divin. Vraiment, la réalisation, elle est sublime. C'est une odyssée, c'est vraiment dans le titre. C'est vraiment une odyssée à travers l'histoire, à travers le temps, à travers l'espace. J'ai adoré ce film. Je vous le conseille à 1000%. L'histoire est incroyable, les plans sont incroyable, l'introduction du film est divine, vraiment une tuerie. Scénario du film coécrit par Kubrick et Arthur C. Clarke, un romancier, s'inspire de 2 nouvelles de Clarke, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. À cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y avait que la plupart des films c'était des films tirés de livres et qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires originales. Quand on pense à Hitchcock par exemple, même si c'était pas complètement, c'était un peu les mêmes années, Hitchcock il faisait que des films tirés de livres ou de pièces de théâtre, c'était aucunement des films originaux, donc je trouve ça assez étonnant. Le film est resté célèbre pour sa précision scientifique, ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, ses scènes ambiguës, son usage d'œuvres musicales au lieu d'une narration traditionnelle, et pour le second rôle qu'occupent les dialogues dans l'intrigue. Sa bande-son mémorable est conçue par Kubrick lui-même afin d'épouser au mieux les scènes du film. Ainsi, le réalisateur use de la suite de valses du Beau Danube bleu de Johann Strauss pour rappeler le mouvement des danseurs de valse lors du mouvement de rotation des satellites. Est-ce qu'on peut parler également de Orange Mécanique, les amis, les garçons? Alissa, calme-toi. Orange Mécanique qui est sorti en 1971, également tiré d'un livre que j'ai d'ailleurs, mais je l'ai peut-être donné à Emmaüs, mais j'avais le livre, ouais, je voulais le lire, mais bon, une fois encore, quand on a vu le film, c'est difficile de se plonger dans le livre, moi je trouve, j'ai du mal. Adapté d'un roman d'Anthony Burgess, Orange Mécanique, et à classer dans les films d'anticipation, mais peut également se voir comme une satire de la société moderne. Je pense que oui. Ici, on est dans un film ultra violent, vraiment. Stanley Kubrick décrit son film en décembre 71,
dans Saturday Review comme une satire sociale traitant de la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont de nouvelles armes dangereuses pouvant être utilisées par un gouvernement totalitaire qui chercherait à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens et en faire à peine plus que des robots. Ça rigole pas du tout. En 2020, Orange Mécanique a été sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Waouh! En 2008, l'AFI, donc l'American Film Institute, l'a placé à la 4e place des 10 meilleurs films de science-fiction américains. Waouh! Putain, stylé! Il est fou ce film, vraiment. Il est très marquant, il peut être traumatisant pour certaines personnes. Il y a une scène de viol plus particulièrement qui est très violente, mais sur une musique de Beethoven. Le contrepoint vraiment visuel et sonore est fabuleux. Ce qu'on peut retrouver chez Kubrick finalement, et c'est pour ça que c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est cette volupté dans la réalisation, dans l'utilisation des plans et les contrepoints avec le son, l'utilisation du son, des musiques. C'est même pas une ambiance qu'il met, c'est qu'il nous fait plonger dans un univers. À chaque film, c'est un univers différent. L'ouverture du film, c'est un regard cam en plan séquence du personnage principal avec une musique divine. Je le regarde juste pour le plaisir. La musique est terrible, incroyable. Incroyable. C'est perçant, c'est malaisant, j'ose même pas regarder l'écran. Travelling arrière, incroyable. Je crois que l'un des derniers films qu'il a réalisé, si je me trompe pas, je l'ai sous les yeux, c'est avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui est donc Eyes Wide Shut, un film que ma mère m'avait interdit de regarder et que j'ai du coup bien évidemment regardé quand j'étais au lycée. C'est vrai que c'est un film assez spécial, hein. Ah, c'est hyper triste. Ce film est le testament de Kubrick qui meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil le 7 mars 1999. Il est enterré à côté de son arbre préféré dans le manoir de Childwick Bury, dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni. Eyes Wide Shut sort en salle en juillet 1999, 4 mois après la mort du réalisateur. Il le considérait comme son meilleur film, selon une confidence faite à son ami Julian Senior la veille de sa mort. It's my best film ever, Julian. Ouais, putain, je pensais pas qu'il était mort d'une crise cardiaque. Ça fait bizarre. En fait, les films de Kubrick, c'est des tableaux ambulants. C'est des tableaux mouvants, c'est des tableaux vivants. Barry Lyndon, je sais que c'est vraiment... il a été acclamé pour ça, et c'est vraiment une volonté de Kubrick, et il faut vraiment que je regarde ce film. Mais incroyable, vraiment, ce réalisateur, je saurais pas expliquer, mais divin. En fait, ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand on... C'est même plus fort que transmettre une émotion, c'est que le spectateur, il est dans l'action. Il est dans l'univers du film, c'est-à-dire que tout autour de moi, quand je regarde un film de Kubrick, je vis l'action avec les personnages, c'est comme si j'étais dans la pièce avec eux, c'est comme si j'étais perdue dans l'espace dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est divin, c'est comme si j'étais dans la salle avec Tom Cruise. Mais vraiment, il y a ce truc où on oublie qu'on regarde quelque chose, on a l'impression qu'on le vit, et je trouve ça tellement fort, je trouve ça tellement puissant. Il y a vraiment des volontés de réalisation qui sont incroyables, qui sont uniques et qui ont marqué le cinéma encore aujourd'hui. En tout cas voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de faire ça. C'est pas aussi approfondi que ce que je l'aurais voulu parce qu'en fait je me rends compte qu'on pourrait y passer des heures. Quand on voit l'épaisseur de ce livre, on se dit que bon, une petite vidéo YouTube n'arrivera jamais à condenser toute la vie, toute l'œuvre et toutes les influences de Kubrick. Mais en tout cas, je pense que pour des gens qui, voilà, ne sont pas forcément fascinés par le cinéma, mais qui ont envie un petit peu de s'y intéresser, ça peut être une façon, voilà, de vous proposer, de vous plonger dans un univers d'un réalisateur. Donc j'espère que ce format-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'explore d'autres profondeur de réalisation. Si vous avez voilà, des réalisateurs que vous voudriez que je fasse pour des prochaines vidéos, s'il y a des acteurs dont vous voudriez connaître un peu plus l'histoire, la vie, les œuvres. Je suis très contente de vous avoir proposé cette vidéo et de vous avoir parlé de Kubrick que j'aime tellement. J'espère que vous l'aurez compris. On se retrouve